suis né dans une petite ville du sud de la France et j'étais très vite en contact souvent avec la nature. Et je suis fils d'ouvrier et en tant que fils d'ouvrier aussi j'étais en contact très tôt avec les matériaux. Et la matière, mon père était un grand bricoleur et donc je travaillais beaucoup les matériaux, la matière. C'est ce qui transparaît je pense dans mon travail aussi beaucoup, cette double appartenance à un espace naturel et à la matière. Ça c'est le début de l'histoire. Après j'ai fait des études universitaires à Toulouse qui m'ont conduit à d'abord aller vers des études scientifiques parce que c'était vraiment ma vocation très tôt d'enfant, pas la matière justement, les recherches, le bricolage, les petites choses comme ça. Je retrouvais ça au labo, donc ça me plaisait beaucoup. Et puis en milieu de parcours, j'ai souhaité changer complètement d'orientation. Je me suis orienté vers la psychologie. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se ressent dans mon travail, puisque à la fois j'ai cet amour, donc toujours de la matière, des éléments. Parfois, j'approche les éléments jusqu'au presque au microscopique, à la matière, qui est arrivée de plus en plus dans mon travail. Donc l'invisible et le visible qui se mélangent. Et ces études scientifiques et la partie des études psychologiques m'ont amené à travailler essentiellement. Et pour moi, c'est l'essentiel d'une œuvre, en tout cas c'est mon point de vue, sur l'humain. Les tout premiers travaux se sont tournés essentiellement d'abord autour de moi, au plus proche de moi, mes amis, mes compagnes. J'ai travaillé essentiellement sur le nu, sur le corps nu. J'ai essayé de défricher quelque chose, de me libérer, d'être complètement libre dans l'écriture. Et le corps nu, c'était une manière d'être très libre dans l'écriture photographique. Et j'ai réalisé comme ça plusieurs centaines de photos, jusqu'à arriver à l'évocation du nu colorisé, qui était pour moi une plongée dans l'histoire de la photo, mais aussi une plongée dans ma propre histoire, parce qu'il y avait une grande-tante qui était coloriste au début du siècle, et qui a laissé un ensemble de photographies qui ont bercé mon enfance, puisqu'elles étaient chez moi, donc j'ai pu les voir, de ma famille, et voilà. Donc c'est comme ça que je suis venu à la colorisation, pour petit à petit retourner l'appareil il y avait la partie féminine, j'ai retourné l'appareil vers la partie masculine, c'est-à-dire vers moi. Et je voulais en même temps arriver à quelque chose d'universel, donc il fallait que j'aille très très loin dans le propos, et je pouvais le faire qu'avec moi-même, puisque je ne m'imposais aucune limite. Dans les années 70, bien avant bien sûr, mais étaient très en vogue les techniques de surimpression. Donc la pellicule restait bloquée dans l'appareil et on faisait une, deux, parfois plusieurs prises de vue comme ça. Ce qui fait qu'on mélangeait les matières, on avait des accidents de lumière, des accidents de matière, c'était assez curieux. Et donc j'ai mis au point avec ce nouveau travail ce que j'ai appelé moi la subimpression, c'est-à-dire que pour moi il ne s'agit pas de plaquer une matière sur une autre, c'est-à-dire une matière sur le visage, mais bien de faire interagir les deux matières. Et c'est ce que m'a permis les techniques numériques aujourd'hui, qui sont très 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 fines dans la possibilité de faire interagir deux images. J'ai réalisé un ensemble d'autoportraits couleurs, une seule prise de vue, une seule matière, une interaction entre elles, le temps d'y travailler qui est extrêmement long, ça peut prendre une semaine pour une image. Et effectivement, aller très très loin dans l'assemblage des matières, dans l'interaction des matières, et pour soutenir le propos. Par exemple, sur une image comme celle-ci, je souhaitais vraiment me rapprocher de la peinture, de ce que peut être la peinture. Ne pas hésiter à aller très très loin dans l'interaction des matières, le visage ici, et un ensemble d'éléments. Ce sont toutes les bâches qui recouvrent les magasins qui vendent des souvenirs, juste en face le centre Georges Pompidou, des choses qu'on ne regarde jamais et qui sont extrêmement riches puisqu'il y a eu tout un travail de tagueur, de lumière, et on voit à l'arrière aussi en transparence les objets qui sont derrière. Équilibrer les formes, équilibrer les lumières pour obtenir vraiment que les deux matières se fondent et obtenir cette espèce de personnage peint en fait. Voilà, c'est un propos sur la peinture, par exemple, sur celle-ci. Aujourd'hui, on se retrouve, c'est tout à fait d'actualité, ça c'est historique. On se retrouve avec un problème aujourd'hui en Europe, par exemple, et un problème des marchés internationaux. Et donc on se retrouve avec un problème civilisationnel.
qui dépasse la simple question de la valeur de l'argent. Et pour moi, mes portraits évoquent, ces portraits, donc ce sont des portraits de personnages du monde entier, qui portent sur leur figure, presque fondue comme du bronze, leur monnaie. J'ai vu disparaître des figures importantes de l'histoire de mon pays qui étaient apposées comme ça, comme image emblématique de mon pays sur les billets. Un changement de monde s'est opéré, et avec lui, l'image même de ce qui est ce monde aussi, c'est-à-dire aujourd'hui un monde mondialisé, avec des marchés internationaux. On a beaucoup parlé de ça, les marchés internationaux, les échanges, les problèmes financiers, etc. etc. Et donc, moi je suis revenu à l'aspect poétique, à l'aspect premier, une fois de plus, à l'origine des choses. Et qu'est-ce qui m'avait fait rêver à l'époque, par exemple, pour la France, c'était ce petit billet de 50 francs qui évoquait Saint-Exupéry. Son petit avion, son petit prince, le petit éléphant, les choses. Alors, est-ce qu'on est en droit aujourd'hui d'être poète plus que financier? J'espère, hein, c'est ça que j'essaie de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de la poésie pour entrer dans des systèmes de plus en plus mondialisés, mais qui tirent un tir moyen par le bas, pour moi. C'est-à-dire que quand je regarde l'effigie de l'Europe sur mes billets, pour moi, ça peut évoquer des États presque totalitaires. Quand on évoque des billets de pays étrangers, le Brésil, l'Inde, même encore, je travaille actuellement sur la Bulgarie, on est étonné par l'extraordinaire dessin des billets. La nature et les animaux sont très présents sur les billets. Bon, et on voit que plus la société s'industrialise, plus elle est technique, plus disparaissent tout cet aspect, l'homme au travail, les animaux, la nature. On ne voit plus qu'une image très plate, très neutre. J'espère évoquer un monde peut-être qui est en train de disparaître, comme le reste. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas aussi à l'extinction des singularités des pays? J'ai beaucoup travaillé sur le modèle photographié d'en haut. Le modèle, il est à la fois debout et couché, puisqu'il est vu d'en haut, donc on peut même s'amuser à le présenter dans diverses postures, puisque de toute façon, il est plus du tout ni à l'endroit ni à l'envers. Hein. Ça donne un aspect de lévitation au sujet, curieusement, alors qu'il est parfaitement posé au sol. On a l'impression qu'il pourrait se décoller du sol. Les éléments végétaux qu'on retrouve, l'eau qui revient très souvent dans mon travail, voilà, et qui va très bien aux femmes, puisque bon, là ce sont des naïades. Et donc aussi, j'ai démarré un travail sur Mayol, donc j'essaye, là je suis en train de... On retrouve un petit peu l'idée de la stéréo d'ailleurs, parce qu'on a la sculpture d'un côté et sa version de chair, et même très contemporaine, peuvent être tatouées aujourd'hui, enfin voilà, c'est aussi un travail qui continue toujours. J'avais découvert les gravures de Jean-Baptiste Piranesi, Giovanni Battista Piranesi, artiste italien, gravure au musée d'Ali, à Figueras, en Espagne. Et il a gravé, entre autres, Carceri e Dimensioni, les prisons imaginaires. J'ai toujours dit, mais c'est curieux, ça... Voilà, aller dessiner, alors c'est toujours des caves, des choses, ça se passe beaucoup sous terre, on a une lumière qui est souvent zénitale, qui vient du ciel, comme ça, qui plonge. Alors on a l'impression d'être dans des cathédrales un peu sombres en même temps, enfin c'est très particulier. Et ça a tout de suite évoqué une espèce d'érotisme pour moi, un peu sulfureux, quoi, ces endroits de prisons imaginaires, comme ça. Prisons imaginaires, c'est quand même... faut le faire quand même. Je suis sûr, on va dessiner des choses, mais aller dessiner ça. Alors, il y a très peu de présence humaine, il y en a, mais très peu. Des petits personnages, parfois, voilà, bon, des geôliers par là qui traînent. Et alors, moi, je les ai habillés, ces prisons, de nus. Et c'est souvent des femmes. Alors, comme c'est gravé à Rome essentiellement, donc on a. La présence du Vatican m'a fait venir des images de nonnes. Et des petites nonnes un peu à la Clovis Trouille, des petites nonnes nues comme ça qui se promènent partout dans ces prisons et qui ont emprisonné souvent des personnages qui sont donc des femmes nues, géantes.
Elles sont emprisonnées, donc elles tournent autour comme des espèces de guêpes, hein, comme ça. On ne sait pas où est le bien, où est le mal. Voilà, c'est une évocation très ambiguë du bien, du mal, comme Pasolini pouvait en parler, c'est-à-dire le bien ne va pas sans le mal ne va pas sans le bien. On ne sait pas qui est dangereux, qui n'est pas dangereux, qui est sympathique, qui ne l'est pas. Faut-il les libérer, ces femmes emprisonnées, qui sont des géantes comme ça, nues, érotisées? Est-ce qu'elles vont amener le désir charnel débridé partout? C'est pour ça qu'elles sont enfermées par ces nonnes qui sont aussi érotiques d'ailleurs. Ou est-ce que c'est le contraire, c'est-à-dire que ce sont tous ces petits personnages qui les entourent, qui sont particulièrement malsains et qui s'amusent à les tenir emprisonnés, alors qu'un peu comme Gulliver, elles n'ont rien fait en fait, finalement, si ce n'est que d'être démesurées. Voilà. Et puis il y a ce jeu avec les architectures de Piranesi, qui a donc construit des espèces de cathédrales gigantesques. C'était pour moi c'est intéressant, c'était de les habiller avec ces femmes démesurées, à la hauteur des sculptures, des architectures en fait. Voilà. Je pense que l'art est absolument essentiel pour toute civilisation. Toute civilisation s'est construite sur des cultures qui ont été soutenues, apportées et parfois même totalement créées par des gens libres d'esprit, des penseurs qui amenaient des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir le monde, qui construisaient comme ça des civilisations entières. L'essentiel d'abord, et le plus difficile, c'est de rester libre. Ça, c'est très 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 difficile. Et d'abord de l'être au départ, ce qui n'est pas donné. Parce que souvent, c'est ce que je disais, j'évoquais tout à l'heure, cette question des écoles qui vous formatent, c'est fini, la liberté est foutue, c'est terminé, parce qu'il a été dit que dans les grandes instances, et pour que vous réussissiez, devenez des managers. Garder sa liberté, garder sa singularité, être tout à fait singulier, c'est-à-dire sa propre histoire, sa propre aventure, sa propre vie doit se retrouver dans l'œuvre. Mais au fond, ce que j'ai envie de dire, plus simplement, c'est qu'être artiste, presque on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'au fond, la parole la plus vraie, c'est qu'on ne peut rien faire contre. On est collé, comme une mouche à la vitre, on est collé à sa vie d'artiste.